Chers étudiants et lycéens, chers intervenants, chers partenaires, mesdames, messieurs, en tant que président de la Grande Tribune, c'est un immense honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue pour cette 5e édition. Créée il y a 5 ans, la Grande Tribune est une initiative étudiante ambitieuse. Elle réunit les associations de conférences de 9 grandes institutions. La Sorbonne, Polytechnique, Centrale Supélec, l'ENSAE, HEC, l'ESSEC, le SCP, Dauphine et Sciences Po. Ensemble, nous portons une mission, faire vivre le débat d'idées et contribuer activement à l'égalité des chances. Cette 5e édition, ici, dans l'amphithéâtre du Conseil économique, social et environnemental, a pour thème l'engagement. Ce qui résonne profondément dans une époque où les convictions doivent plus que jamais s'incarner en action. Tout au long de la journée, vous aurez l'occasion d'entendre des personnalités inspirantes, parmi lesquelles Gérard Araud, Valérie Faudon, que je salue, Dominique de Villepin, Mohamed Kalala, Jacques Attali, Amélie Oudéa-Castéra, ainsi que d'autres figures engagées. Chacune de ces voix porte une vision singulière de l'engagement, qu'il soit politique, économique, intellectuel ou diplomatique, et incarne la promesse que notre jeunesse peut, elle aussi, prendre part activement au grand débat de notre société. Mais cette journée ne se résume pas à une série de conférences, c'est aussi une passerelle. Une passerelle entre des lycéens et des étudiants de grandes écoles, une passerelle entre ambition individuelle et responsabilité collective, une passerelle entre les idées et l'action. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui rendent cet événement possible. Les écoles partenaires, les intervenants, les encadrants des lycées, les institutions publiques et académiques qui nous accompagnent et bien sûr nos partenaires. Natixis, la Fondation Sycomore, l'IAE Paris-Sorbonne, la région Île-de-France, la Fondation Centrale Supélec et le Centre Égalité des chances de l'Institut Polytechnique de Paris, dont l'engagement permet à de nombreux lycéens d'être parmi nous aujourd'hui. La Grande Tribune, c'est la preuve que l'engagement étudiant peut porter des projets d'envergure, au service de valeurs communes, l'ouverture, le dialogue et la transmission. Alors à vous, lycéens, étudiants, invités, cette journée est la vôtre. Que ces échanges vous inspirent, vous bousculent, vous motivent et surtout qu'ils vous donnent à votre tour l'envie de vous engager. Je vous remercie pour votre attention et déclare officiellement ouverte cette 5e édition de la Grande Tribune. Bonjour Monsieur Araud, merci d'être présent avec nous ce matin pour avoir ce temps d'échange avec les lycéens. Je vais tenter de résumer votre carrière en quelques mots, vous aurez l'occasion de revenir sur cette présentation. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique et de l'ENA, mais votre carrière va se tourner vers les relations internationales et la diplomatie, puisque vous avez notamment été ambassadeur de France en Israël, puis représentant de la France à l'ONU, avant de devenir ambassadeur de France aux États-Unis entre 2014 et 2019. Souhaitez-vous revenir un petit peu, préciser quelques points avant de commencer cette conférence ? Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous, parmi vous, devant vous. Parler de relations internationales, c'est toujours très compliqué, malgré la simplicité apparente des sujets, parce que vous tous les citoyens, vous abordez évidemment les relations internationales comme votre vie personnelle. C'est-à-dire que vous voulez que le bon l'emporte, que le méchant soit puni, et vous voulez que la France défende le droit, défende les faibles dans le monde. Eh bien, ce n'est pas du tout ça, les relations internationales. Pourquoi ? Parce que les relations internationales, c'est fondamentalement différent de votre vie quotidienne.
Pourquoi ? Parce que dans votre vie quotidienne, lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez un méchant ou lorsque vous êtes victime ou vous voulez venir au secours des victimes, vous avez toujours la solution, la ressource d'aller voir le gendarme, d'aller voir le commissariat du coin et d'aller voir le juge. Or, dans les relations internationales, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de juge. Les relations internationales, il faut les imaginer comme une jungle. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de gendarme. C'est un peu comme une cour de récréation d'où les surveillants sont partis. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous êtes en charge. Non pas, vous êtes le président de la République française, ce n'est pas le pape qui, du haut de Saint-Pierre de Rome, dit ce qui est bien et ce qui est mal. Le président de la République française, il défend les intérêts de la France. Il défend les intérêts de la France. Avec quoi ? Avec les moyens de la France. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple, dire c'est une honte ce que les Chinois font avec les Ouïghours. N'est-ce pas ? Certains parlent même d'un génocide des Ouïghours musulmans par la Chine. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que la France fasse ? Vous pensez que la France va déclarer la guerre à la Chine pour défendre les Ouïghours ? Non. Non, parce que la France n'a pas les moyens de faire la guerre à la Chine, et non, parce que les intérêts de la France restent d'avoir de bonnes relations avec la Chine. Eh bien, nous fermons les yeux sur le sort des Ouïghours. Désolé pour eux, mais c'est ça le vrai monde. La France défend les intérêts de la France, et ces intérêts, quels sont-ils ? Ce sont des intérêts qui sont des intérêts politiques, de sécurité et des intérêts économiques. À votre âge, on a tendance à dire c'est épouvantable, on ne va quand même pas faire ça pour de l'argent. Oui, on fait ça pour de l'argent. Parce que l'argent, qu'est-ce que c'est ? C'est la prospérité de nos entreprises, ce sont nos emplois et c'est la vie de la France. Et donc, ce que je vous demande, ce n'est pas du tout de devenir cynique, mais c'est de devenir rationnel. C'est-à-dire que lorsque vous avez un problème de relations internationales, la question n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. D'abord parce que dans un conflit, les deux côtés pensent avoir raison. Je pourrais vous faire le cas en disant les Ukrainiens ont raison, les Russes ont raison, je peux vous expliquer le raisonnement russe, le raisonnement ukrainien, je peux vous expliquer le raisonnement palestinien, le raisonnement israélien. Chacun est persuadé d'avoir raison, donc ce n'est pas ça qui compte. Vous n'êtes pas là pour dire qui a tort, qui a raison. Vous êtes face à une situation, vous êtes la France, avec les intérêts de la France, avec les moyens de la France. La France est une puissance moyenne, la France ne peut pas tout, et c'est à partir de là que vous devez prendre une décision, que vous devez définir une politique. La décision est une décision éminemment politique. Alors cette décision politique, elle n'est pas seulement faite de l'analyse de nos diplomates, parce que souvent nos diplomates ne sont pas écoutés par le pouvoir politique, elles sont faites également parce que nous sommes en démocratie, par la politique intérieure française. Et vous avez des sujets où les diplomates lèvent les yeux au ciel, mais nos hommes politiques prennent des positions pour des raisons de politique intérieure. Que voulez-vous ? Nous sommes une démocratie. Je pourrais vous en donner des exemples, en particulier à l'heure actuelle. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Nous allons à présent passer aux questions. Donc, pour introduire les thèmes que nous allons aborder dans cette conférence, je vais vous poser quelques questions, puis nous passerons directement aux questions du public. La première question va porter sur les États-Unis, que vous connaissez très bien. Récemment, Donald Trump a multiplié les annonces chocs. Au cours de prises de parole souvent qualifiées de lunaires, il a notamment exprimé son souhait de faire du Canada le 51e État américain, affirmé sa volonté d'annexer le Groenland pour des raisons de sécurité nationale, ou encore proposé de transformer Gaza en, je cite, « la nouvelle Côte d'Azur du Moyen-Orient ». Vous qui avez été ambassadeur de France aux États-Unis jusqu'en 2019, quel regard portez-vous sur ces déclarations sur Donald Trump et sa vision des États-Unis ? Selon vous, cherche-t-il par ces déclarations à élargir la fenêtre d'Overton, qui se définit comme une stratégie politique visant à rendre acceptables des idées qui jusque-là étaient considérées comme impensables ? Ou alors
nourrit-il réellement l'intention de mettre en œuvre ces projets? Alors, avec Donald Trump, il y a la première chose à faire, d'une certaine manière, c'est d'oublier Donald Trump. Parce que ce qui est quand même important, c'est de se demander comment les États-Unis ont-ils pu élire Donald Trump. Alors, évidemment, les Français ont toujours une sorte de complexe de supériorité vis-à-vis des Américains, mais la réalité est là. Donald Trump, avec tous ses défauts, les mensonges, il a quand même été condamné pour viol, il a 6 faillites derrière lui, et néanmoins, il a été élu. Et ce qui est intéressant avec les États-Unis, c'est qu'en général, ce qui arrive aux États-Unis nous arrive après 5 ans plus tard. Et donc, il faut analyser pourquoi Donald Trump a été élu et ne pas se contenter de dire c'est un accident. En 2017, on pouvait dire c'est un accident. Il a été réélu, ce n'est plus un accident, c'est un phénomène. Et on ne peut pas dire simplement c'est les Américains. Et d'autant plus que ce n'est pas un phénomène isolé. Vous avez par ailleurs, vous avez eu Brexit, les Britanniques qui ont quitté l'Union européenne. Les Britanniques, Napoléon les appelait une nation de commerçants. Eh bien, les Britanniques ont quitté le plus grand marché au monde. Vous avez partout en Europe le développement des partis populistes. Vous avez vu hier encore les élections en Roumanie où l'extrême droite est très largement en tête. En réalité, Trump n'est que la partie américaine d'un phénomène global qui est la crise des démocraties occidentales. Trump, c'est chez nous le Rassemblement national, c'est le Brexit, c'est l'AfD en Allemagne, c'est dans toutes les démocraties occidentales une rébellion d'une partie de nos citoyens contre le système. Il n'y a pas de différence. Alors il y a les caractères américains, naturellement, alors il y a des caractéristiques nationales, mais c'est la même chose. Toutes nos démocraties sont mises en cause. Elles sont mises en cause par une double révolte d'une partie substantielle des citoyens américains, français, et il faut le regarder en face, une révolte économique, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'Américains nous disent, comme des Français, nous disent, surtout venant de la classe moyenne inférieure et de la classe ouvrière, nous disent ça ne va plus, ça ne va plus. Il y a désormais dans les sociétés occidentales, au fond, deux groupes, ceux qui sont à l'aise dans la globalisation, qui sont à l'aise dans la modernité, et d'autres qui se jugent victimes de cette modernité. C'est la révolte économique, et il y a la révolte identitaire, un certain nombre de gens qui disent « nous ne reconnaissons plus notre pays », et c'est là qu'apparaissent soit les problèmes sociétaux, n'est-ce pas, contre l'avortement, le mariage pour tous, etc., soit le problème de l'immigration. Et donc cette double révolte, elle est partout dans nos sociétés, et le génie de Donald Trump, ça a été de les réunir toutes les deux. Vous savez, je ne sais pas si vous suivez la politique française, mais au fond, c'est comme s'il avait réussi à faire ce que l'extrême droite française n'a pas réussi, c'est-à-dire l'union à la fois des gilets jaunes, cette révolte économique, et de la manif pour tous, cette révolte identitaire et sociétale. Il a réussi à capter ça et à surfer là-dessus. Donald Trump a du génie de ce point de vue-là, et pour le moment, Dieu merci, en France, personne n'a réussi à faire la même chose. Donc, il y a Donald Trump, et ce personnage a une caractéristique, et c'est de sa nature, ce n'est pas sa stratégie, il sature les médias. C'est-à-dire que tous les jours, pendant 4 ans, vous allez avoir des annonces spectaculaires de Donald Trump. Alors, souvent des annonces qui, le lendemain, sont oubliées, le lendemain sont démenties, ou le lendemain sont modifiées. Mais quelle en est la conséquence? C'est qu'on ne parle plus que de Donald Trump. Aujourd'hui, personne ne pourrait me dire autour de la table, autour de cette salle, pourrait me dire que disent les démocrates. D'abord, qui sont les démocrates aujourd'hui? Il n'y a pas de dirigeants démocrates. Trump sature les médias par des annonces spectaculaires, et ça, c'est quelque chose qui est sans doute aussi, de nouveau, il faut observer Donald Trump en pensant à la France.
parce que nous avons devant nous l'élection de 2027, l'élection présidentielle de 2027, et elle se fera sur ces bases. Nous allons faire du trumpisme à la française. Dites-vous bien que toute notre extrême droite, et à mon avis une partie de l'extrême gauche, observe le phénomène Trump et ils se disent ça marche pas mal. Donc voilà, c'est donc saturer les médias, occuper le terrain et les saturer. Aussi une autre caractéristique, en négligeant totalement les médias habituels. C'est-à-dire, vous savez, Le Monde, Antenne 2, TF1, etc. Parce que de toute façon, ce sont des médias qui essayent d'être dans l'analyse, dans la nuance. Or, évidemment, on n'est pas dans l'analyse, dans la nuance. Et donc, Trump, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise naturellement tous les médias sociaux et il utilise aussi, ce qui est nouveau, les influenceurs. On est dans une situation où le porte-parole de la Maison-Blanche, vous savez, chaque jour, il y a un point de presse. Eh bien, le porte-parole de la Maison-Blanche n'admet plus dans le point de presse les médias traditionnels, les équivalents du Monde, du Figaro, d'Antenne 2, etc. Non, ils font venir les représentants des médias d'extrême droite et des influenceurs. Donc c'est une nouvelle manière, une manière délibérée de vouloir détruire la vie politique telle qu'on la connaît pour mettre à la place cette sorte donc de vie politique où il n'est plus possible de modérer les débats. Voilà, on ne peut plus modérer les débats, on peut dire n'importe quoi. Comme vous le savez, sur les médias sociaux, vous dites une absurdité, vous êtes retweeté 1 million de fois, et celui qui va dire « mais attends, c'est absurde », il sera retweeté 1000 fois. Et donc, Trump et tous les gens autour de lui l'ont parfaitement compris. C'est une nouvelle conception de la politique. Donc Trump, c'est ça. J'incarne la révolte d'une partie de ma société, j'incarne la révolte économique et sociétale, je sature les médias et de surcroît, j'utilise les médias qui ne sont pas les médias traditionnels. Parce que dites-vous bien qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les Américains, 70% de l'information qu'ils reçoivent, ils la reçoivent via les médias sociaux. Eh bien voilà, c'est à ces 70% que Donald Trump parle, et parce qu'il pense bien avoir perdu les 30 autres pourcents. Nous allons à présent parler d'Europe, puisque l'Europe est coincée entre un partenaire américain qui multiplie les déclarations hostiles à son encontre depuis janvier, et la menace russe portée par Poutine et ses ambitions tsaristes. L'heure semble donc au réveil pour l'Union européenne. Monsieur l'ambassadeur, est-il réaliste de croire que l'Europe va enfin parler d'une seule voix sur la scène internationale, et cette prise de conscience suffira-t-elle à faire émerger une véritable souveraineté face à ces tensions géopolitiques ? Alors, l'Europe, qu'est-ce que c'est ? Enfin, l'Europe, l'Union européenne, c'est 27 pays indépendants. Et ces 27 pays qui ont des histoires très différentes, qui ont des géographies très différentes. Lorsque vous dites le mot Russie en Pologne ou en Finlande, vous pensez bien que ça a des échos très différents que si vous dites le mot Russie au Portugal. Si vous demandez à un Finlandais quelle est la menace, il n'aura pas la même réaction que si vous le demandez à un Grec. Le premier dira la Russie, le second dira la Turquie. Et si vous le posez la question à un Portugais, évidemment que lui aussi dira non, moi, la menace, c'est plutôt, ça vient de l'Afrique. Donc c'est une réalité. Et donc, il ne faut pas s'en indigner, parce que les Français souvent disent mais l'Europe, mais en réalité, si vous ouvrez un petit peu le cerveau, vous voyez qu'ils disent la France. En gros, les Français confondent la France et l'Europe et pensent que seuls sont vraiment les Européens. Non, il y a 27 pays indépendants, des histoires, des puissances qui sont différentes. Et donc, on doit faire avec. Et donc, il faut bien se dire, essayer chaque fois de ne pas faire de l'Europe une sorte de bloc monolithique en disant l'Europe devrait dire, attends, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 27 pays ?
Il faut plutôt trouver, je ne sais pas si on l'utilise encore en classe, le PGCD. Il faut plutôt trouver le plus grand dénominateur commun qui existe entre tous les pays. Et donc l'Europe, c'est une réalité un peu paradoxale. Il y a à la fois cette volonté de 27 pays de travailler ensemble, parce que nous avons des valeurs communes, les Européens. Nous sommes une civilisation. Allez vivre aux États-Unis et vous vous sentirez immédiatement européen. C'est évident que nous avons en commun, que ce soit à Lisbonne ou à Helsinki ou à Athènes, nous avons des conceptions communes de l'être humain, de la démocratie, de l'État-providence, que n'ont pas les Américains. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, plus que jamais, puisque nous voyons que les États-Unis, avec Donald Trump, sont en train de sortir de la piste. Nous représentons, les Européens, un choix de société, le choix d'une société plus égale, où l'état de droit, où la protection sociale sont importants. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'il y a d'un côté l'Europe, mais de l'autre côté, il y a la France. Il y a le Portugal, il y a la Finlande. Nous avons aussi des intérêts nationaux qui ne coïncident pas toujours avec les intérêts de nos voisins. Vous savez, même en politique commerciale, nous n'avons pas les mêmes intérêts parce que nos exportations ne sont pas exactement les mêmes. Certains pays, si vous êtes en Suède, vous allez vous dire, franchement, l'agriculture, j'en ai rien à faire. Et donc, dans les négociations commerciales, vous direz, bon, allez, l'agriculture, on peut donner ça aux Américains. Et pour nous, c'est évidemment impossible. Vous savez, la négociation commerciale avec les États-Unis bute sur ce qu'on appelle les appellations géographiques. Vous savez, les appellations géographiques, c'est-à-dire la France, nous en avons 500, hein, c'est-à-dire le champagne, le chablis pour le vin, etc., etc. Tout a une appellation géographique. Les Italiens en ont 600. Les Américains en ont 29. Donc vous pensez bien que les Américains disent, nous, on n'en a rien à faire, on ne veut pas tenir compte de ça. Alors vous imaginez si la France abandonnait le camembert. Un gouvernement français ne résiste pas à ça. Donc voilà, il y a des intérêts différents et on doit aussi. Donc on doit être toujours sur ce double registre. La France, parce que la France a ses intérêts nationaux, elle a aussi sa puissance, et puis aussi l'échelon européen. Et l'échelon européen, il faut le voir de manière idéale, hein, je l'ai dit, une civilisation commune, mais aussi avec des désaccords entre Européens. Et on fait ça à la baston, puis à la fin, on essaye de trouver une position commune. Mais il est légitime que les Italiens ne soient pas d'accord avec les Français pas d'accord avec les Suédois, etc. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, on parvienne à la négociation, on parvienne à une puissance, à une position commune. Alors, dans quel domaine ? Il y a évidemment des domaines où il faut être ensemble, les Européens. Par exemple, la lutte contre le changement climatique, ça n'a pas de sens que la France soit toute seule. 68 millions d'habitants face vous savez, c'était Coluche qui disait le problème dans le monde, c'est qu'il y a 60 millions de Français et 6 milliards d'étrangers. Je peux vous assurer qu'en tant que diplomate, c'est quelque chose qui est en effet un problème. Mais c'est évident qu'on pèse beaucoup plus dans les négociations sur l'environnement si on est 450 millions. Donc il y a des négociations où nous devons être entre Européens. On négocie de meilleurs accords commerciaux lorsqu'on est 450 millions, etc. Il y a des sujets où il faut être en Européen, et puis il y a des sujets, il faut être en tant que Français. C'est parce qu'il y a des sujets qui sont d'intérêt national français, où il y a des sujets où les Européens sont désespérément divisés. Il y a des sujets où on n'est jamais d'accord. Un sujet aujourd'hui où on n'est jamais d'accord, c'est le conflit israélo-palestinien. Les Européens sont désespérément divisés et ne parviendront jamais à une position commune. Vous avez des pays qui sont alignés avec les Palestiniens et des pays qui sont alignés avec Israël. Et donc, vous ne pouvez pas avoir de position commune sur ce sujet. Et donc, il faut qu'il y ait une politique française. À ce sujet, justement, ma dernière question va porter sur la situation en Palestine, puisque depuis le 2 mars, un blocus humanitaire est en place à Gaza, tandis que les bombardements se poursuivent.
Israël semble désormais engagé dans une opération militaire sans objectif clairement défini ni échéance annoncée, élargissant même ses frappes à d'autres zones régionales, notamment en Syrie et au Liban. Comment analysez-vous la situation actuelle ? Quelles perspectives peuvent être engagées ? Le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne se trouve-t-il pas aujourd'hui dans une impasse politique, ce qui expliquerait la poursuite de cette offensive, malgré l'augmentation préoccupante du nombre de victimes et la présence persistante du Hamas ? Alors, le conflit israélo-palestinien, c'est l'exemple même de ce que je vous disais en introduction. Quand vous êtes un dirigeant français ou un dirigeant de n'importe quel pays, le problème n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. Le problème n'est pas de savoir il est méchant, il est bon. C'est de vous dire, face à ce conflit, qu'est-ce que je peux faire et quels sont les intérêts de la France ? Les intérêts de la France, c'est la paix. Notre intérêt est de stabiliser notre environnement régional. Nous ne sommes pas en charge des Palestiniens, nous ne sommes pas en charge d'Israël, c'est leurs intérêts. Les intérêts de la France, c'est donc plutôt de rétablir la paix le plus rapidement possible dans une zone qui est proche de nos intérêts. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, et alors là, je parlais aussi de la politique intérieure. Si vous êtes le président de la République française, vous avez aussi à tenir compte de la situation intérieure française. Et c'est un des conflits qui est sans doute celui qui a le plus de conséquences en politique intérieure française. Parce que nous avons la première communauté juive d'Europe et la première communauté musulmane d'Europe. Et les premiers, très largement, s'identifient à Israël et les seconds, très largement, s'identifient à la cause palestinienne. C'est un fait. Ça ne sert à rien de dire que les uns ont tort ou les autres ont tort, c'est un fait. Et donc, la préoccupation, je peux vous le dire, puisque j'ai traité de ce sujet en ayant été ambassadeur en Israël, la préoccupation première de nos autorités politiques depuis 20 ans, c'est de ne pas importer le conflit dans nos rues. C'est de ne pas avoir des affrontements dans nos rues entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens, et plus particulièrement entre certains musulmans et certains juifs. C'est la préoccupation du gouvernement de la République. Ce n'est que partiellement vrai. Nous avons assisté à une explosion des actes antisémites en France. On a tué des Français parce qu'ils étaient juifs. C'est une réalité. Aujourd'hui, les Juifs sont moins de 1% de la France et 57% des actes racistes. Ils en sont victimes. Donc, il y a cette réalité, et cette réalité est évidemment paralysante pour le gouvernement français. C'est l'horreur pour le gouvernement français de voir cette évolution. Et donc, je dirais que c'est aussi une contrainte. C'est-à-dire, si vous êtes le gouvernement français, c'est gauche et droite, peut-être pas extrême droite et extrême gauche, puisque l'extrême gauche a choisi son camp et l'extrême droite a choisi aussi clairement son camp, mais si les gouvernements de la République jusqu'à maintenant ont toujours essayé de traiter ce sujet avec des pincettes. Voilà, ça c'est une vraie préoccupation. Et de nouveau, j'ai entendu Jacques Chirac en parler, Dominique de Villepin en parler, j'ai entendu les présidents successifs, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron, parler de cette crainte. Troisièmement, vous avez, comme je vous l'ai dit au début, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Que peut faire la France ? En termes pratiques. La politique étrangère, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le pape qui dit il faut être bon et il ne faut pas être méchant. Non, il faut prendre des décisions. Il faut voir comment est-ce que je peux agir sur le conflit. Et alors là, d'un seul coup, vous vous dites, à part des mots, que peut faire la France ? Vous allez me dire, par exemple, des mesures commerciales contre Israël. Eh bien non, ce n'est pas possible. Parce que le commerce extérieur français est entièrement géré par l'Union européenne. L'Union européenne, nous avons délégué l'ensemble du commerce extérieur à l'Union européenne. Donc toutes les mesures concernant le commerce extérieur et donc les sanctions sont prises par l'Union européenne. Or, comme je vous l'ai dit, il est hors de question d'espérer ou d'attendre ou de tenter
d'obtenir une décision anti-israélienne de l'Union européenne. Vous avez des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, l'Italie, etc., qui feront bloc à 100% derrière Israël. Et honnêtement, pour Israël, ne tient compte que d'un pays au monde, les États-Unis. Ils n'en ont rien à faire des pays européens. Et donc, vous êtes dans une réalité où vous pouvez vous dire, moi je considère que ce qui se passe à Gaza est totalement scandaleux, je considère que ce que fait Israël en Syrie aujourd'hui est scandaleux, mais vous pouvez aussi arriver, si on me demandait, si j'étais encore en fonction, on me demandait quel est votre conseil, je dois avouer que je dirais, je ne vois pas vraiment ce que la France peut faire. Elle peut sanctionner peut-être les personnes, n'est-ce pas ? On peut sanctionner les personnes, mais d'une certaine manière, elles le sont déjà par la Cour pénale internationale qui a inculpé le Premier ministre israélien et l'ancien ministre de la Défense. On peut refuser des visas pour certains dirigeants, mais nous n'avons pas des moyens supplémentaires d'agir sur un pays comme Israël qui bénéficie à la fois d'une supériorité militaire absolue dans sa région et qui bénéficie aussi du soutien indéfectible des États-Unis. Et donc nous sommes pour toutes ces raisons, n'est-ce pas, raisons de politique intérieure, raison aussi de la réalité de ce que nous pouvons faire, d'une certaine manière, je dirais que la diplomatie française est en grande partie paralysée ou elle est en grande partie condamnée à faire du déclaratoire. Donc voilà, on déclare et d'ailleurs, je pense que vos lectures préférées ne sont pas les communiqués du ministère des Affaires étrangères, vous avez tort, mais c'est un fait. Eh bien, ces communiqués, régulièrement, le ministère des Affaires étrangères dit Israël devrait ouvrir la bande de Gaza pour l'entrée de l'aide humanitaire et alimentaire, etc., etc. C'est une réalité. Il y a aussi un point qui est, quand je l'ai dit, il y a aussi le point des intérêts. Parce que vous pourriez me dire, mais attendez, chaque fois qu'il y a une bombe qui tombe sur l'Ukraine, vous criez, et vous ne le faites pas en Israël. Bien parce que nous venons aussi à cette notion d'intérêt. Les intérêts de la France sont beaucoup plus engagés en Ukraine qu'ils ne sont engagés à Gaza. De nouveau, à Gaza, nous n'avons pas d'intérêt. Nos valeurs sont en jeu, c'est vrai, nos valeurs sont en jeu, nous avons intérêt à ce que la paix revienne, alors qu'en Ukraine, là, ce sont nos intérêts directs, nos intérêts de sécurité, les frontières de l'Europe qui sont menacées, et donc il y a là aussi, je dirais, des raisons qui sont beaucoup plus fortes pour la France de s'engager en Ukraine que de s'engager à Gaza. Alors je sais bien que ce langage un peu sec et un peu sec doit révolter votre idéalisme, mais j'essaye justement, et c'est pour ça que j'avais commencé mon intervention en vous disant, les relations internationales, ça n'a rien à voir avec les relations interpersonnelles. Vous voyez, nous sommes dans un monde beaucoup plus froid, c'est une jungle glaciale, où vous existez non pas parce que vous êtes bon, mais parce que vous êtes fort. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour toutes ces réponses. Nous allons à présent pouvoir passer aux questions du public. Donc des micros vont circuler et je vous invite à lever la main si vous souhaitez poser une question. Merci beaucoup. En tant qu'ambassadeur de la France aux États-Unis et en Israël, quelle était la place de l'éthique dans votre prise de décision ? De l'éthique. Alors, d'abord, un ambassadeur ne prend pas de décision. Comment fonctionne la diplomatie ? Il ne faut pas croire que c'est l'ambassadeur qui fait la politique étrangère. L'ambassadeur, il analyse la situation, il envoie des informations à Paris, il envoie des suggestions. Inversement, il reçoit des instructions de Paris et il transmet des messages
il transmet des messages aux Américains. Mais il agit sous instruction. Une ambassade, il y a un endroit qui s'appelle le service du chiffre, où vous recevez vos instructions chiffrées, évidemment, vous envoyez vos informations chiffrées, évidemment. La politique étrangère, elle est décidée par le pouvoir politique. C'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le président de la République française qui prend des décisions. Comme moi, il m'est arrivé dans ma carrière de suggérer une politique aux dirigeants et que ces dirigeants ne m'écoutent pas et prennent une autre décision. Nous sommes une démocratie, un État de droit, c'est le président, c'est le ministre qui définissent une politique. Et donc la question de l'éthique, ce n'est pas à l'ambassadeur qu'il faut la poser. De nouveau, c'est à nos dirigeants politiques. Ce sont eux qui font la politique. Ce sont eux que vous avez élus ou que vous élirez qui feront la politique. Et de nouveau, et là on tombe dans cet arbitrage toujours délicat entre les valeurs et les intérêts. Alors vous pouvez dire que la valeur est un intérêt, parce que, comme je l'ai dit, rétablir la paix, le droit, nous, la France a plutôt intérêt à ce qu'on respecte le droit international. C'est notre intérêt. Mais il y a des moments où vous vous heurtez à la réalité du monde. Le meilleur exemple, c'est quand même la Chine. Il est évident que pour des raisons économiques, politiques, stratégiques, notre intérêt supérieur est d'avoir de bonnes relations avec la Chine. Or, la Chine se livre à comme je l'ai dit, se livre à des exactions aux dépens des Ouïghours musulmans. D'ailleurs, je vous soulignerai que les États musulmans se taisent soigneusement sur le génocide chinois au Xinjiang contre les Ouïghours. Parce que même les États musulmans considèrent que, désolé pour les Ouïghours, leur intérêt, c'est d'avoir de bonnes relations avec la Chine. Et donc, c'est de toujours trouver cet équilibre. Mais de nouveau, l'équilibre, c'est au pouvoir politique de le définir. Et évidemment, le pouvoir politique changeant, l'équilibre entre éthique et intérêt peut également changer. Bonjour Monsieur Haro. J'aurais deux questions qui se joignent l'une à l'autre. Que voulez-vous dire lorsque vous dites qu'Israël ne tient compte uniquement que des États-Unis? Et deuxièmement, peut-on dire que si les États-Unis tombent, Israël tombera aussi? Bon, d'abord, les États-Unis ne tomberont pas. Les États-Unis, c'est aujourd'hui la première puissance au monde, et je suis convaincu qu'ils resteront pendant des décennies une très grande puissance, et sans doute la grande puissance au monde, la plus grande puissance au monde. Les États-Unis, bon, vous avez Trump, alors, mais derrière cela, vous avez la domination du système financier international. Vous avez un incroyable réseau d'universités, de laboratoires. Vous avez des ressources naturelles gigantesques. Aujourd'hui, l'énergie aux États-Unis coûte 3 fois moins cher qu'en Allemagne. Essayez d'imaginer ce que cela peut vouloir dire pour l'industrie. Vous avez donc, c'est un grand pays, un continent qui n'est menacé par personne. C'est une puissance d'avenir. Peut-être qu'elle sera de la deuxième puissance, mais elle reste une très grande puissance. Et puis, il y a cet esprit d'entreprise qui est vraiment très américain. Vous savez, moi, en tant qu'ambassadeur à Washington, j'ai vu arriver des dizaines de jeunes Français, vous savez, des start-upers qui avaient développé leur industrie, leur business, qui savaient bien marcher, mais il y avait un moment, ils venaient aux États-Unis. Parce que pour trouver du financement à partir de 20 ou 30 millions d'euros, impossible de le trouver en Europe. Ils allaient aux États-Unis et ils le trouvaient en 48 heures. Parce que les Américains prennent des risques. Les États-Unis, c'est un pays où vous pouvez échouer, eh bien vous n'êtes pas mort. C'est-à-dire que vous pouvez échouer, on ne considère pas que l'échec, c'est votre mort. Vous pouvez aller le lendemain dire, voilà, j'ai échoué, mais je sais pourquoi j'ai échoué et je pense que je vais réussir et on vous écoutera. C'est un pays qui... Voilà, il ne faut donc pas se... vous savez, les Français rêvent du déclin de l'Empire américain. Alors le déclin de l'Empire américain, vous n'étiez pas né, c'est un film québécois qui est assez marrant d'ailleurs. Et donc, les Français en rêvent un petit peu. On n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. Deuxièmement, vous avez le lien entre Israël et les États-Unis.
Et c'est un lien qui est très difficile à comprendre pour les Européens, mais c'est un lien qui est indéfectible. Vous savez, là, Trump, tout le monde dit Trump est vraiment très, très, très pro-israélien, mais regardez Joe Biden. Joe Biden, pendant les 15 mois où il a été président après le 7 octobre, il a fondamentalement armé Israël. De temps en temps, il grognit un petit peu en disant vous devriez faire peut-être un peu attention. Les Israéliens n'écoutaient pas. Eh bien, Biden continuait à livrer des armes. Il y a vraiment, et quand vous êtes aux États-Unis, vous sentez à quel point il y a une sorte de quasi... Alors, j'allais dire au passé, il y avait une unanimité derrière Israël. Cette unanimité s'est rompue. Il y a eu une partie de la gauche démocrate, et notamment des jeunes, qui s'est détachée d'Israël. Ça, c'est une réalité. Et donc, le soutien à Israël est beaucoup moins unanime qu'il ne l'a été pendant des décennies. Mais la réalité reste d'un soutien profond et qui, à mon avis, va durer pendant les années qui viennent entre Israël et les États-Unis. Et troisièmement, vous avez Israël. Israël est la superpuissance du Moyen-Orient. Israël est la superpuissance du Moyen-Orient. Alors, le PIB d'Israël, c'est 25 fois le PIB des Palestiniens. Alors, vous me direz, ça doit être maintenant 40 ou 50 fois après ce qu'ils ont fait à Gaza. Mais vous avez également puissance nucléaire et c'est devenu une puissance de haute technologie. En 2023, 60% des emplois créés en Israël sont des emplois dans la haute technologie. C'est un pays qui est déjà rentré dans la révolution technologique. Et enfin, je voudrais souligner quand même que Israël bénéficie de l'alliance des pays arabes. Les monarchies du Golfe, qui sont les pays arabes de loin aujourd'hui les plus riches et les plus puissants, soutiennent Israël. Ils soutiennent Israël parce qu'il y a un ennemi commun, qui est l'Iran. Voilà, pour eux, c'est l'Iran. Et les monarchies du Golfe, les régimes des monarchies du Golfe se moquent éperdument des Palestiniens. La population est pro-palestinienne, mais les monarchies, les régimes monarchiques se moquent de la cause palestinienne. Parce qu'au fond, de surcroît, le monde arabe est politiquement effondré. C'est-à-dire que les grandes puissances arabes, c'était l'Irak. L'Irak a été détruit par l'invasion américaine de 2003. C'était la Syrie, mais la Syrie sort de 13 ans de guerre civile, et vous avez la troisième, c'était l'Égypte, et l'Égypte souffre d'une crise sociale, économique, démographique immense. Vous avez 100 millions d'Égyptiens maintenant sur 30 000 km², c'est-à-dire la Belgique, où ils sont 10 millions. Donc l'Égypte n'est plus vraiment une grande puissance. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'une certaine manière, Israël fait ce qu'il veut, et Israël continuera à faire ce qu'il veut à l'horizon, en tout cas à l'horizon humain, sauf bouleversement qui est toujours possible dans l'histoire humaine, mais que je ne vois pas vraiment venir. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Oui. Je vous remercie d'être ici. J'ai une question. En ce qui concerne l'ordre international. Aujourd'hui, malheureusement, la loi du plus fort s'applique, comme on l'a vu en Ukraine avec la Russie et en Palestine avec l'Israël. Où on peut dire où est à présent l'ordre international qui a autant régné après la guerre froide. Alors, la question porte donc sur l'ordre international aujourd'hui. Eh bien, c'est en effet la réalité du monde. En réalité, nous avons eu un ordre international sous la guerre froide. C'était finalement les deux superpuissances qui se partageaient le monde. Elles se partageaient le monde et donc elles avaient leur chasse gardée. Et nous, Dieu merci, l'Europe occidentale, nous étions dans la chasse gardée américaine et ils se battaient aux limites de ces deux zones. Ce qui veut dire que la guerre froide a été froide pour nous, mais elle a été très chaude pour d'autres. Du coup, les Américains et les Soviétiques s'affrontaient au Vietnam, s'affrontaient en Éthiopie. Donc c'était, je dirais, de nouveau. C'est pour ça que dans le reste du monde, parler de la guerre froide, ils n'en ont pas d'aussi bons souvenirs que nous. Alors ensuite, il y a eu l'effondrement du bloc communiste en 1990, 11,
Et là, vous avez eu la période, c'était l'Empire américain. C'est-à-dire il n'y avait plus qu'une seule puissance, c'était les États-Unis. Et donc l'ordre international, en réalité, c'était l'ordre américain. Et un ordre américain dont nous bénéficions, il faut bien dire, parce que c'était l'ordre occidental. Eh bien aujourd'hui, c'est la fin. Nous sortons de l'ordre américain, de l'ordre occidental. Pourquoi ? Pas tellement parce que les États-Unis sont affaiblis, mais parce que justement, il y a eu l'émergence d'autres puissances. Vous avez évidemment le cas le plus, c'est l'émergence de la Chine. La Chine, en 1970, c'est le 6e du PIB américain en parité de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la Chine, le PIB chinois, c'est 120% du PIB américain en parité de pouvoir d'achat. Donc vous avez eu une réémergence de la Chine, mais vous avez eu aussi le retour de la Russie, qui avait été à terre au moment de l'effondrement de son empire. Vous avez eu l'Inde, le Brésil. Donc les rapports de force relatifs se sont modifiés, et ils se sont modifiés contre l'Occident, c'est-à-dire contre nous, contre les Américains et contre nous. Et en prime, vous avez le gendarme américain qui est fatigué. Alors le gendarme américain est fatigué, il nous l'a dit, il n'a pas voulu aller en Syrie, il a évacué l'Afghanistan, il considère que toutes ses interventions militaires lui ont coûté trop cher, donc il rentre chez lui. Et on peut même se demander avec Donald Trump si le gendarme n'est pas en train de rejoindre les brigands. Donc vous avez un ordre l'ordre occidental est mort, il n'y a pas de nouvel ordre qui s'est construit, c'est la jungle absolue. C'est-à-dire vous avez chaque pays est là, et chaque pays en se disant « eh bien, moi je vais avancer mes intérêts ou je vais défendre mes intérêts ». Vous savez, on a un petit exemple dont personne ne parle en France, c'est le Rwanda en Afrique. Le Rwanda a décidé d'envahir la République démocratique du Congo, dans l'indifférence générale. L'armée rwandaise est excellente, eh bien, elle a pris le contrôle de l'Est de la République démocratique du Congo, la province du Kivu. Pourquoi ? Pour pas mal de raisons, mais en particulier parce que c'est là que l'on peut trouver des métaux rares, et notamment du cobalt, dont le Rwanda, qui est privé d'ailleurs de toute mine de cobalt sur son territoire, est devenu étrangement un exportateur majeur. Ce n'est qu'un petit exemple, mais c'est un exemple qui risque de se reproduire. Parce qu'auparavant, le Rwanda se serait dit « bon, attention, les États-Unis vont intervenir ». Aujourd'hui, tout le monde sait que Trump ne va pas intervenir. Et nous, en Europe, on a un problème qui s'appelle les républiques baltes. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les républiques baltes. Ce sont 3 petits pays, membres de l'Union européenne, membres de l'OTAN, l'Estonie, 1 300 000 habitants, la Lettonie, 1 800 000, et la Lituanie. Ce sont de tout petits pays, et donc qui étaient soviétiques, qui se sont libérés de l'Union soviétique en 1991, qui avaient été indépendants avant 1940 et occupés par Staline. Et donc, demain, si Poutine décide de menacer l'Estonie, ce tout petit pays qui est situé à 150-200 km de Saint-Pétersbourg, Poutine va se dire, est-ce que Trump va défendre l'Estonie ? Évidemment pas que Trump ne va pas défendre l'Estonie. Que va décider Poutine ? Que vont faire les Européens ? Vous voyez, c'est un monde totalement nouveau. Et demain, si la Turquie, qui est redevenue une grande puissance, elle aussi commence à menacer Chypre ou la Grèce, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, c'est un monde totalement nouveau qui est en train d'apparaître sous nos yeux. C'est un monde, je le répète, c'est une jungle. Et dans la jungle, ce qui compte, comme je l'ai déjà dit, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être fort. Bonjour. Moi, ma question c'était, est-ce que vous pensez que les États ils peuvent aider le génocide des Ouïghours? Parce que vous aviez dit que les Français ils pouvaient pas rentrer en guerre avec la Chine car ils n'avaient pas assez les moyens, mais les Américains ils ont les moyens. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent les aider? Donc, de nouveau, j'ai cité le problème des Ouïghours parce que c'est un problème qui est en dehors de la vie intérieure française. Je ne voulais pas rentrer dans ce qui se passe également à Gaza,
mais c'est un très bon exemple et de nouveau, la décision est une décision politique. Vous savez, lorsque le président de la République française de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait reçu le Dalai Lama, immédiatement, la Chine avait imposé des sanctions contre la France. Et donc la France a perdu des contrats, et donc a perdu des emplois. Voilà. Et donc, c'est la même, vous devez avoir, vous êtes le président de la République française, évidemment que vous trouvez ce que font les Chinois au Xinjiang est une honte, mais vous êtes obligé, vous voyez, c'est un petit peu la solitude du chef politique. C'est trop facile de dire, il faudrait faire ça, ça ou ça, de vous dire, bon, mais d'abord, si je commence à protester, est-ce que ça va changer les choses ? Est-ce que si la France proteste, ça va changer la politique chinoise contre les Ouïghours ? La réponse est non, ça je peux vous dire. Ça, c'est évident. Lorsque la Chine s'est engagée dans une telle politique, ce n'est pas la protestation française qui va la faire changer d'avis. Mais en revanche, nous savons que nous aurons des représailles chinoises, c'est-à-dire nous aurons des représailles chinoises contre les entreprises françaises. Voilà, c'est dans ces termes que le choix doit être posé et ensuite doit être pris. Voilà, c'est ça qui doit... vous savez, c'est jamais simple. Il faut toujours, quand vous regardez un sujet, il faut toujours se faire la liste des pour, des contre, et aussi de la question de l'efficacité. Parce que c'est trop facile de crier c'est mal, c'est mal, c'est mal, mais à quoi ça sert ? C'est ça aussi, à quoi ça sert ? Et quel en est le coût ? Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. La politique étrangère, ce n'est pas l'émotion. C'est pas tout le monde. Je suis ému par ce qui se passe au Xinjiang, je suis ému par ce qui se passe à Gaza, mais honnêtement, à mon avis, Xi Jinping et Benjamin Netanyahou n'ont rien à faire de mon émotion. C'est même une certitude. Donc il faut s'engager, essayer de réfléchir en termes, de nouveau, quels sont nos intérêts et qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, quel en est le coût. Alors, excusez-moi, j'ai 2 questions à vous poser, s'il vous plaît. Donc la première question, quels sont les différents intérêts qui diffèrent l'Ukraine de la Palestine ? Et ma deuxième question, c'est si votre objectif est la paix, pourquoi chercher des intérêts, sachant que cela va à l'encontre de cet objectif ? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Ah, ok. Sur la... Excusez-moi. Moins vite, peut-être. Pardon. Donc la première question, quels sont les différents intérêts qui diffèrent l'Ukraine de la Palestine ? Et la deuxième, si votre but est la paix, pourquoi chercher les intérêts, sachant que cela va à l'encontre de cet objectif ? Alors, quels sont, de nouveau, quand vous êtes, comme je l'ai dit, vous avez le conflit palestinien, nous avons toujours pensé que la manière de résoudre le conflit israélo-palestinien, c'était la création d'un État palestinien. La France a été un des premiers pays à se prononcer pour la création d'un État palestinien, et elle continue de le faire comme le reste de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un gouvernement d'extrême droite israélien qui est engagé dans une sorte de course en avant militaire, et évidemment que nous pensons qu'il faut mettre terme à cette opération militaire et qu'il faudrait engager une négociation politique entre Israël et la Palestine. Alors, d'abord, en termes d'analyse. Le problème, c'est que parler de négociation entre Israël et la Palestine, c'est facile, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de négociateur des deux côtés. Évidemment que Netanyahou ne veut pas négocier un État palestinien, mais du côté palestinien, il n'y a pas d'autorité palestinienne qui soit légitime. Ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, elle n'a pas, depuis 2006, l'autorité palestinienne, depuis 2006, n'est-ce pas, n'a jamais fait face aux élections, et elle avait perdu les élections de 2006. Et évidemment qu'Israël ne va pas négocier avec le Hamas après ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, c'est aussi, il faut toujours, en termes d'analyse froide, et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on regarde en termes d'efficacité, que peut faire la France ? Vous êtes face à un gouvernement israélien qui n'écoute personne, sauf les États-Unis, et encore, et qui n'écoute certainement pas la France, et qui n'a rien à faire de la France. Alors vous pouvez dire qu'il faut faire pression sur Israël, mais comment ? Étant donné, je vous l'ai dit, que les questions commerciales ne sont pas du ressort national, mais du ressort de l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que la France, un peu en désespoir de cause, le président de la République a annoncé que nous allions sans doute reconnaître l'État palestinien.
C'est une mesure qui n'a pas de conséquences pratiques, hein, mais qui est une manière symbolique de dire nous n'accepterons pas l'annexion, par exemple, de la Cisjordanie par Israël. Mais honnêtement, si je vous demandais quelles sont les mesures pratiques que l'on pourrait prendre, je n'en vois pas beaucoup qui puissent avoir, et je n'en vois même presque pas, qui puissent avoir vraiment une influence sur le conflit. C'est vraiment, c'est ça la réalité. Nous avons un Israël, c'est la puissance qui a une domination militaire absolue au Moyen-Orient, qui bénéficie de la connivence, pour ne pas dire de la complicité des États arabes, de la majorité des États arabes de la région. Parce que vous savez, le Hamas, c'est l'ennemi des monarchies du Golfe, c'est l'ennemi de la Jordanie et l'ennemi de l'Égypte, hein, parce que c'est l'ennemi de ces régimes. Et donc, d'une certaine manière, pour les Séoudiens, taper sur le Hamas, ils sont totalement d'accord. Vraiment. Et ce n'est pas la brutalité israélienne qui va scandaliser les Séoudiens quand on sait la manière dont ils se sont comportés au Yémen, où ils ont été beaucoup plus brutaux et beaucoup plus sanglants que les Israéliens ne l'ont été à Gaza. Et donc, vous êtes dans cette situation où, c'est dur à avaler, à dire, mais dans l'histoire, vous avez des gagnants et des perdants, hein. Pensez aux Tibétains, par exemple. Plus personne ne parle du Tibet, hein, qui est l'objet d'un véritable nettoyage ethnique pour le siniser, pour détruire, pour faire disparaître cette civilisation tibétaine. Donc, et il y a de multiples exemples dans l'histoire. Aujourd'hui, étant donné les rapports de force mondiaux, étant donné l'attitude des États-Unis, étant donné ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, étant donné aussi nos divisions intérieures, qui sont importantes, je ne vois pas ce que nous pourrions faire. Vraiment. C'est un aveu d'impuissance, et je dois avouer que je pense que c'est aussi la conclusion qu'ont tirée nos autorités politiques.